Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous présenter aujourd'hui les avancées thérapeutiques dans la maladie d'Huntington et les ataxies spinocérébelleuses. Donc, il s'agit des maladies rares et héréditaires à transmission autosomique dominante et à révélation tardive, donc ils se présentent à l'âge adulte. La maladie de Huntington et certaines formes d'ataxie spinocérébelleuse, ils partagent les mêmes mécanismes mutationnels, c'est-à-dire ils sont causés par une expansion des triplés CAG qui codent une séquence de polyglutamine dans la protéine correspondante. Pour la maladie d'Huntington, j'avais une vidéo, mais je n'arrive pas à le faire passer. Oui, je le mets comme ça. Vous pouvez voir dans la forme typique, on a des mouvements choréiques associés à une hypotonie, une instabilité et posturale. La structure cérébrale qui est touchée, c'est le striatum, particulièrement les noyaux codés. Pour les ataxies, donc, on a des troubles de l'équilibre et de la marche, des difficultés dans les changements de direction, des difficultés de la marche en tandem associées à des troubles de la coordination avec une dysdiadococinésie, une dysarthrie, dysphagie, des troubles de l'oculomotricité. Et la région qui est touchée, c'est le cervelet, associé plus ou moins à une atrophie du tronc cérébral. Et donc, pour la maladie d'Huntington, la prévalence est estimée à 4 cas sur 100 000. L'âge de début, c'est généralement entre 35 et 50 ans. Les patients sont anosognosiques, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas forcément compte de leurs symptômes. Et au-delà de l'attente motrice, il y a souvent une attente cognitive avec au début des troubles de l'attention, des troubles dysexécutifs jusqu'à une démence, et également une attente psychiatrique caractérisée par des troubles du comportement, dépression, anxiété, irritabilité et apathie. Et dans les phases les plus avancées, on retrouve souvent une perte de poids. Donc, quand je vous disais, il y a une répétition CAG qui devient pathologique à partir de 36 répétitions CAG, on parle de petite expansion entre 36 et 39 et qui donne une maladie avec un âge de début très tardif. Et après, il y a une association très forte entre la taille de l'expansion CAG et la sévérité de la maladie. Et donc, on peut avoir des expansions très grandes. Cela est dû à un phénomène d'anticipation, c'est-à-dire qu'à chaque génération, on peut retrouver une expansion un peu plus grande, surtout s'il y a eu une transmission paternelle. Donc, dans ces cas, il y a cette jeune qui a commencé à 16 ans. Et dans les cas de forme d'Huntington juvénile, les phénotypes avec bradykinésie, rigidité, dystonie prévalent sur les mouvements choréiques. Souvent, c'est associé à des troubles cognitifs, épilepsie, myoclonie, et la progression est beaucoup plus rapide. Donc, pour les ataxies spinocérébelleuses, il s'agit d'un groupe très hétérogène du point de vue clinique et génétique. Les formes les plus fréquentes sont les formes par expansion des triplés CAG, et notamment SCA3, SCA2 et SCA1. Et même comme pour la maladie d'Huntington, l'expansion CAG joue un rôle sur la sévérité de la maladie. Parce que par exemple, si on regarde SCA2, pour des petites expansions, on retrouve plutôt un phénotype de parkinsonisme qui se révèle à un âge assez tardif. Mais si l'expansion est la plus grande, la taxile va s'associer à un choré, à une démence, on peut avoir des fasciculations. Et pour SCA2 et SCA7, notamment, on a des formes juvéniles qui sont très sévères, qui commencent même chez les bébés. Donc, pour ces pathologies, ce serait important de commencer un traitement assez précocement, parce que même si les débuts de la maladie commencent vers l'âge de 30-40 ans, on sait que déjà avant, quelques années avant, il y a des signes cliniques, souvent des signes pyramidaux et des anomalies des saccades, et encore plus tôt, on a des signes de neurodégénérescence, notamment l'atrophie du cervelet et du pont, associés à une augmentation
des taux de neurofilaments. Et ce même discours vaut aussi pour la maladie d'Huntington, parce que aussi dans la maladie d'Huntington, on a une atrophie du striatum qui commence des années avant le début de la maladie. Donc actuellement, pour les essais en cours, on inclut des patients qui présentent déjà des signes de la maladie, mais on pourrait penser que si on traite plus tôt, on pourrait changer la trajectoire de la progression de l'atrophie, de la progression clinique, voire ne pas développer les symptômes. Et cette preuve de concept a été montrée dans la maladie d'Huntington par l'équipe de Sandrine Ambert. Et on voit chez la souris déjà à la première semaine de vie qu'il y a des anomalies au niveau du cortex. Les neurones présentent une arborisation dendritique anormale avec une activité synaptique dysfonctionnelle. Ces anomalies vont se réparer dans les semaines qui suivent, mais la souris va développer quand même la maladie d'Huntington à l'âge adulte. Mais si on traite dans la première semaine de vie, et dans ce cas c'est un traitement par ampakine, la souris ne va pas développer la maladie à l'âge adulte. Donc on sait qu'on devrait traiter le plus tôt possible. Et la question est avec quel traitement on va traiter et à quel moment de la maladie. Et donc, il y a différentes approches de thérapie génique qui sont en train d'être étudiées pour ces maladies. La définition de thérapie génique est un traitement qui va traiter une maladie en modifiant les matériels génétiques. Il y a plusieurs façons, donc par exemple en supprimant ou en augmentant la production d'une protéine. Et on a les séquençages géniques, les plus connus, c'est par oligonucléotides antisens. Ce sont des petites molécules qui vont s'associer à l'RNA messager. Ce complexe va être dégradé par une RNase H et du coup, il y a moins de production de la protéine. Mais les azos, ce n'est pas de la thérapie génique proprement dite car l'effet est réversible. Par contre, quand on parle d'édition génomique, là, c'est vraiment la thérapie génique parce que le phénomène est irréversible. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles aujourd'hui en recherche préclinique. Les plus connus, c'est CRISPR-Cas9. Il s'agit comme des ciseaux qui vont découper l'ADN. Et après, on peut aussi augmenter la production d'une protéine et grâce à des vecteurs viraux, par exemple les adénovirus ou les lentivirus. Il existe aussi des vecteurs non viraux comme les plasmides, les nanoparticules, mais qui semblent être moins efficaces. Et on pourrait aussi envisager de traiter par thérapie épigénétique, donc en allant changer l'expression génétique, mais cela, ça reste dans une phase encore très préclinique. Pour les essais cliniques en neurogénétique, on est encore dans une phase précoce pour l'utilisation des azos ou des thérapies géniques. Ici, je vous montre qu'on a mené beaucoup d'études dans la maladie d'Huntington, les ataxies spinales cérébelleuses, mais la plupart, ce sont des études d'histoire naturelle. On compte que 6 essais thérapeutiques pour la maladie d'Huntington et un seul pour les ataxies spinocérébelleuses. Donc, pour la maladie d'Huntington, la stratégie la plus avancée, c'est par azo, avec plusieurs types d'azo. On a un essai par modulateur d'épistage et je vous montrerai aussi un essai par thérapie génique par vecteur viral qui n'est pas conduit dans notre centre. Donc, pourquoi les azos? L'hypothèse principale des azos, c'est protéines centrées. On sait que ces protéines qui présentent la séquence des polyglutamines, ils vont avoir une conformation anormale, ils vont s'agréger. Donc, on pense que derrière ces maladies, il y a un gain de fonction de la protéine, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi une implication de la protéine non mutée, donc une perte de fonction dans les mécanismes physiopathologiques de la maladie. Néanmoins, il avait été montré que chez les patients chez les patients Huntington, les taux de protéines huntingtin mutées est plus élevé par rapport au pré-manifeste. Et du coup, l'idée, c'est de baisser la production de la protéine mutée afin de ralentir la progression de la maladie. Donc, les premiers essais avec azo qu'on a mené à l'ICEM, ça a été génération HD, c'était une grande étude de phase 3, presque 800 patients ont été inclus dans 18 pays, dans 7 centres en France. Il y avait les critères d'inclusion, c'était des adultes entre 25 et 65 ans,
avec une maladie précoce modérée et il y avait 3 bras, placebo, les patients traités avec 120 mg tous les 8 semaines par injection intrathecale et toutes les 16 semaines. L'étude, il devait durer 25 mois dans 2 ans. L'objectif principal, c'était des outcomes cliniques, donc des scores. Il y avait un score composite de HDRS qui implique des scores moteurs et cognitifs et des scores de fonctionnalité. Et d'autres objectifs secondaires, c'était les tests neuropsychologiques, les taux de neurofilaments, de la protéine antintine. Mais malheureusement, l'étude a été arrêtée plus tôt que prévu en mars 2021. Et pourquoi a été arrêtée? Parce que ici, vous voyez en jaune clair les patients traités tous les 8 semaines, en orange les patients traités tous les 16 semaines et en gris les placebos. On peut voir que les patients traités tous les 8 semaines présentent une aggravation plus rapide par rapport aux autres groupes. Donc les premières outcomes, les composites HDRS, il allait se dégrader plus rapidement que les autres groupes de façon significative. Et il y avait aussi une tendance pour les autres scores, les scores fonctionnels. Et chez les patients traités, plus souvent, il y avait eu une grande augmentation des neurofilaments par rapport aux autres groupes associée à une augmentation des volumes ventriculaires. Donc l'étude a été arrêtée. Il semble que les analyses post-hoc suggèrent que peut-être il y a une amélioration chez les patients qui sont dans une phase très très précoce. Donc maintenant, il y a encore une autre étude de génération HD2 et que nous ne conduisons pas à l'ICM et chez des patients très précoces avec un traitement tous les 16 semaines. A posteriori, on peut penser que ces résultats pouvaient être un peu attendus parce que dans la phase 2 de tominersen, donc de cet azo, il y avait eu, c'était une étude avec escalade de doses à partir de 10 mg jusqu'à 120 mg. Et 120 mg, c'était la dose qui a été utilisée dans la phase 3. Mais si on regarde, il y avait eu une augmentation avec 120 mg du taux de neurofilaments dans l'LCR associé à une augmentation de volume ventriculaire. Donc il y avait déjà des signes que peut-être cette dose de 120 mg il pouvait être toxique. Là, je vous montre une autre étude, toujours par azo, par injection intrathecale, précision HD, et c'est une étude de phase 1B des A, et cette fois, l'azo est allèle spécifique, donc il va toucher seulement l'allèle muté. Il y a la dégradation seulement de l'antintine mutée. Il y a eu l'inclusion de 88 patients placebo versus traitement, et après en phase open label avec 28 patients. L'objectif principal, c'était l'innocuité et la tolérance. L'objectif secondaire, la pharmacodynamique. Il y avait une escalade de doses entre 4 et 32 mg. Et j'ai oublié de vous dire que quand on parle d'allèle spécifique, c'est grâce au fait que il y a des variations nucléotidiques, les SNP 1 ou 2 qui sont associées à l'allèle muté. Donc, l'azo, il va cibler la présence de cette variation génétique. Et donc, on a la dégradation que de la protéine mutée. Mais aussi, cet essai a été arrêté car il y avait une faible diminution de la protéine mutée. Heureusement, le labo il a continué avec un azo toujours à l'aise spécifique qui, cette fois, il va cibler les SNP3. On a eu du mal à recruter les patients, même si le SNP3 est prévu être présent chez 30% des patients Huntington. On a screené 20 patients, on a retrouvé que 2 patients porteurs de ce SNP3. Donc, c'était un peu difficile le recrutement. Il y a eu la première partie de l'étude qui c'était avec escalade de doses, 30, 60, 90 mg, avec une seule injection intrathecale. Et après, il y a eu la phase multidose et ils ont choisi la dose de 30 mg injectée 3 fois. Et donc, les résultats, ils ont été inclus 23 patients, 16 traités et 7 placebo. Et les résultats sont plutôt encourageants parce qu'il y a une diminution de la protéine mutée de 46% à 28 semaines. La protéine wild type n'est pas diminuée. Et la réduction de la protéine mutée, semble corréler bien avec les ralentissements de l'atrophie du noyau codé.
Il n'y a pas eu des effets indésirables, il n'y a pas eu d'augmentation des neurofilaments. Donc, prochainement, on va débuter une phase D3 avec cet azo allèle spécifique. Une autre étude que nous menons, c'est l'étude pivot HD, une étude de phase 2B. Cette fois, ce n'est pas un azo, c'est une petite molécule et par voie orale. Donc, c'est le premier traitement par voie orale avec cette petite molécule qui est un modificateur d'épissage, c'est-à-dire qu'il y a l'inclusion d'un pseudoxone entre l'exon 49 et l'exon 50 qui conduit à la présence d'un codon stop. Du coup, la protéine va être, la traduction va être interrompue et il n'y a pas de production des protéines. Et les critères d'inclusion sont toujours des adultes avec un stade assez précoce de la maladie. Il y a eu des phases de l'étude, la première partie avec 3 bras, placebo, 5 mg et 10 mg, où les endpoints primaires, c'était plutôt de la safety et tolérabilité et les taux de huntingtin dans le sang. Et la deuxième partie qui a été, donc, où les traitements ont été donnés pour 9 mois, où les endpoints sont plutôt cliniques, donc d'efficacité clinique et les taux d'huntingtin dans le LCR. Et même pour cette étude, les résultats sont plutôt encourageants. Donc, il y a une réduction durable de la huntingtin mutée dans l'LCR qui est dose dépendante. Donc, on a 43% de diminution de la production de la protéine huntingtin dans l'LCR et 20% pour les bras 5 mg. Et il y a une tendance aussi à un ralentissement de la gravation clinique par les scores moteurs, les TMS. Donc, il y a moins d'augmentation de ces scores avec la dose de 10 mg. Il y a eu une bonne tolérance du traitement sans pic d'augmentation des neurofilaments. Et du coup, même pour cette étude, on va passer prochainement dans la phase D3. Après, je vous montre un essai de thérapie génique par administration des vecteurs viraux par voie par administration intrastriatale. Et ça, c'est une étude qui est conduite dans 3 pays, US, Royaume-Uni et Pologne. Et, donc, il y a l'introduction de ces virus qui portent un microRNA messager. Ce microRNA messager, il va se coupler avec l'mRNA messager de l'huntingtin et donc, on a la dégradation de la protéine. Les critères d'inclusion, c'est toujours des adultes avec un CAG majeur de 40 dans une phase précoce modérée de la maladie. Pour cette étude, bien évidemment, il y a aussi des critères d'inclusion par rapport au volume du codé et du putamène où on injecte les virus. Et pour l'instant, il y a des résultats sur 21 patients qui ont été surveillés pour une durée de 24 mois. Il n'y a pas eu des effets indésirables graves. Il semble y avoir une diminution d'NfL dans l'LCR. Ici, on peut voir qu'en bleu, il y a eu 2 doses. La dose plus élevée, c'est en bleu. La dose moindre, c'est en violet. Et sont comparés avec une cohorte des patients suivis dans une étude des cohortes Enroll HD. Donc, ce ne sont pas des patients qui ont eu des placebos, il n'y a pas de placebos. Et on peut voir que pour la dose la plus élevée, il semble que les changements par rapport au baseline du score composite ou HDRS est moins rapide que par rapport à la cohorte d'histoire naturelle, même si ça pourrait être un peu, ça pourrait représenter en limitation l'effet de comparer avec une cohorte d'histoire naturelle. Et la même tendance est retrouvée pour d'autres scores, et des scores neuropsychologiques ou des scores de fonctionnalité. Là, je vous montre une autre étude qui est en cours actuellement et je reviens sur les azos parce que c'est l'unique étude en cours pour les ataxies spinocérébelleuses. Et il s'agit d'un azo qui n'est pas allèle spécifique et qui agit par encombrement stérique de la synthèse des protéines. Et il va cibler toutes les séquences des polyglutamines. Donc, ce n'est pas que pour ataxine 1 et ataxine 3, mais toutes les protéines qui portent une séquence CAG. Et donc, l'allèle muté et aussi l'allèle non muté, même s'il y a moins d'affinité pour l'allèle non muté,
Pour SCA3, les mécanismes d'action sont un peu différents parce qu'il s'agit d'un exon skipping, donc il y a une inclusion d'un codon stop et après, du coup, la dégradation de la protéine. Et l'objectif d'inclusion est de 54 patients dans 7 pays. Les critères d'inclusion pour les patients ataxiques, c'est d'avoir un score entre 3 et 18, donc des patients dans une phase précoce modérée de la maladie, et les Huntington avec un score fonctionnel assez élevé, donc entre 11 et 13, donc des patients qui sont autonomes. L'objectif principal, c'est l'innocuité, la tolérance. Les objectifs secondaires, c'est la pharmacocinétique. Il s'agit d'une étude avec escalade des doses. La première cohorte de 10 mg c'était prévu d'inclure que des patients SCA3, donc 4 patients SCA3. La deuxième cohorte à 20 mg, de nouveau 4 patients SCA3. Là, on est actuellement à la cohorte 3 avec 40 mg, et qui inclut 3 SCA1, 6 SCA3 et 6 patients Huntington. Mais malheureusement, actuellement, le recrutement a été arrêté parce qu'il y a eu plusieurs cas de radiculite lombosacrale, augmentation des protéines dans l'LCR et augmentation du volume ventriculaire. Donc actuellement, les analyses des données sont en cours par les labos. Il semble que pour les patients Huntington, il y a une réduction moyenne de 28% de la protéine Huntington dans l'LCR et qu'il n'y a pas eu d'augmentation prolongée d'NfL, mais il faut être précautionneux. Et les résultats les données sont en cours d'analyse. Donc pour le moment, on reste bloqué dans cette cohorte 3. Donc en conclusion, pour la maladie d'Huntington et les ataxies spinocérébelleuses, les ASO, il semble être la stratégie thérapeutique la plus avancée, mais il présente quand même des limites parce qu'il y a une faible efficacité, parce que souvent ils sont associés à deux effets indésirables comme l'augmentation des NFL, du volume ventriculaire, des cas de radiculite. Donc, il faudrait privilégier l'approche allèle spécifique, donc baisser seulement la protéine mutée et pas toucher la protéine sauvage qui quand même joue un rôle très important dans ces maladies. La thérapie génique il y a des bons résultats dans la recherche préclinique, mais quand même, il y a plusieurs limitations, notamment des problèmes de délivrance, d'efficacité. Il peut y avoir des réponses immunitaires quand vous injectez un virus, surtout, et des effets qui peuvent être irréversibles avec une toxicité à long terme. Et bien sûr, il y a un développement qui est complexe et coûteux. Donc là, je vais remercier toute l'équipe de recherche clinique du professeur Alexandra Dour à l'ICEM, tous les SIC neurosciences de la Pitié-Salpêtrière qui nous permettent de mener à bien nos études, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions dans la salle concernant... Oui. Non, je voulais juste te poser, pardon. Non, je voulais juste te poser une question sur les modificateurs d'épissage. Oui. Comment ça marche en fait? Ah là là. Non, c'est spécifique d'un gène donné ou c'est un effet qui est plus global? Non, c'est spécifique. Dans l'étude que j'ai montrée des pivots HD, c'est spécifique pour l'Huntington. Donc, il arrive à se caler entre les deux exones et ça passe la barrière, heureusement. Donc, c'est par voie orale, mais c'est spécifique pour la protéine. Moi, j'avais une question vraiment très naïve sur génération HD1. Par quel mécanisme on explique cette aggravation majeure? Est-ce que c'est un effet dose? Est-ce que c'est un effet action sur la protéine saine? Est-ce que finalement, c'est pas la Huntington qu'il faut cibler? Voilà. Ou est-ce que c'est finalement cette difficulté, on a l'impression qu'on la rencontre quand même, quel que soit l'assaut? Est-ce que c'est un problème aussi technique du mode thérapeutique choisi? Non, je pense que dans Génération HD1, ils ont choisi la dose la plus élevée. Et au début, c'était donné même tous les 4 semaines. En cours de protocole, ça a été changé dans tous les 8 semaines et 16 semaines. Donc, il y avait eu sûrement un effet de dose, trop de médicaments et trop fréquemment répétés. Et bien sûr, ce n'était pas allèle spécifique, donc ils ont baissé trop la protéine wild type. Et l'Huntington, c'est une protéine qui est fondamentale pour plusieurs fonctions. Donc, je pense qu'ils ont trop baissé surtout la protéine sauvage. Et
on ne comprend pas encore pourquoi il y a une augmentation des volumes ventriculaires, si ce n'est pas dû à un phénomène de difficulté d'absorption, parce que les azos ils vont bloquer leur absorption. Type HPN en fait. Oui, oui. Mais souvent, les patients ne présentent pas des symptômes liés à l'augmentation du volume ventriculaire. En tout cas, c'est comme tu dis, c'est dose dépendant, trop rapproché et surtout pas l'aile spécifique. J'avais juste une petite question naïve. Comment on diffuse, en fait, quand on injecte dans l'entrée écale les azos dans le système nerveux et tout ça? Comment ça pénètre dans tout ça, dans les cellules? Donc, est-ce qu'on sait comment ça diffuse ensuite, après l'injection? On ne sait pas trop. Les labos, quand ils font des études précliniques, ils vont donner sur les souris, bien évidemment, les taux de pénétrance des azos. Et c'est plutôt facile pour les ataxies parce qu'ils devraient arriver tout de suite au cervelet et au tronc. Pour la maladie d'Huntington, ça semble être un peu plus difficile, mais il semble quand même il y a une bonne... ils arrivent bien à cibler et arriver dans le striatum. Par contre, les cas de radiculite, ils nous laissent penser que parfois les azos ils restent un peu dans les canaux. Ouais. Il semble plutôt que les radiculites sont liées plutôt à une difficulté à diffuser dans le système. Oui. Un grand merci. Merci.